Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de Course Épique pendant 2 petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août, avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août donc. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces 2 semaines. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir un format revisité d'un épisode déjà réalisé. En gros, l'idée est de vous proposer une version en immersion dans la course épique de mon invité. C'est un format plus court, dans lequel vous ne m'entendrez pas, mais comme vous vous en doutez, je ne suis jamais très loin, et dans lequel nous avons ajouté pas mal d'habillages sonores. C'est une tentative éditoriale que j'avais envie de vous proposer depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou Facebook ou par Pigeon Voyageur pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce deuxième épisode au format récit, je vous propose de vivre ou revivre l'UTMB de Leslie Lallement. L'histoire de Leslie et son lien si particulier avec les courses de l'UTMB remonte à 2014, lorsqu'elle a fait ses premiers pas sur l'OCC, puis 3 ans plus tard, sur les 100 km de la CCC. Leslie se lance ensuite, en 2019, sur la distance reine de 170 km qu'est l'UTMB. Une première expérience qu'elle aura minutieusement préparée et qui se soldera par une terrible et douloureuse désillusion. Cette désillusion va hanter Leslie pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que les sentiers de l'UTMB puissent à nouveau s'offrir à elle en août 2021. Terrifiée par la peur d'échouer une deuxième fois, Leslie va aller au bout d'elle-même pour vivre un UTMB 2021 qui marquera sa vie à jamais. Ce récit, c'est avant tout l'histoire d'une femme prête à tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre ses objectifs et à réaliser ses rêves. Mais je ne vous en dis pas plus. Leslie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans cet épisode au format récit de Course Épique. En fin de compte, l'UTMB 2019, la préparation a duré quasiment une année. Et oui, dans ma tête, j'étais prête parce que on a fait des petites courses de préparation et tous les voyants étaient ouverts. Donc pour moi, c'était sûr, je partais confiante. Mon mari, pareil. Cette année-là, en plus, on a pris le départ avec ma meilleure amie, son conjoint et un autre copain. Donc on était tous sur la ligne de départ. Moment incroyable qu'on a partagé tous ensemble. Et je savais que j'avais mis toutes les chances de mon côté, donc je partais super confiante. En fin de compte, l'UTMB commence, je dirais, à partir du kilomètre 40, parce que de Chamonix jusqu'à les Contamines, on traverse un peu les villages de la vallée de Chamonix. C'est pas vraiment le début de course, c'est pas vraiment le début montagnard, c'est plutôt relativement facile entre guillemets, hein, bien sûr. Donc pour moi, la course commence bien après. Elle commence aux Contamines, où là, on prend le chemin direct pour aller au col du Bonhomme. C'est là que commence réellement l'UTMB parce que déjà, pour ma part en tout cas, j'allume la frontale vers Saint-Gervais et c'est là que commence véritablement la course. Et une fois qu'on a passé le Tour de France à Saint-Gervais, parce que c'est un véritable Tour de France quand on arrive à Saint-Gervais, on est juste des stars et c'est comme si on était sur le Tour de France. Et donc oui, jusqu'à Courmayeur, ça allait à peu près. Bon, j'ai été un peu ric-rac au niveau des barrières horaires, mais physiquement, je me sentais bien et j'étais plutôt confiante. Alors de Courmayeur à Champais, ça a commencé à être la descente aux enfers. J'avais du mal à courir, j'avais du mal à relancer. Et petit à petit, mes genoux, surtout me faisaient sentir que ça allait commencer à être très très dur. Arrivé à Champais, effectivement, on appelle ça la côte de Champais, on appelle ça le cimetière de l'UTMB, parce que il y a beaucoup de gens qui malheureusement finissent là.
En plus, pour moi, alors je sais que certains montagnards vont rire de cela, mais c'est pas grave, j'assume. Pour moi, à partir de Champey, c'est la partie où ça commence à être très technique. Alors, pas aussi technique que d'autres courses de montagne, mais pour une Parisienne, une femme en plus, hein, qui n'a pas forcément les mêmes capacités physiques qu'un homme, ça commence à être particulièrement dur après Champey, d'autant plus qu'on a déjà une nuit dans les pattes et qu'on a déjà beaucoup de kilomètres dans les genoux. Donc oui, ça a été le début d'une descente aux enfers, progressive, mais elle était bien là. Jamais je songe une seule minute à abandonner. Je me dis, si quelqu'un doit stopper ma course, ce sera pas moi. Moi, je suis pas programmée pour abandonner. Et malgré la douleur, malgré la lassitude, à ce moment-là, après Champey, j'ai même du mal à plier les genoux. Ça commence à être très très dur. D'autant plus que j'ai fait une erreur d'équipement par rapport à mon pantalon. J'ai dû enlever mon pantalon, en fait. J'ai dû mettre mon pantalon alors qu'il pleuvait. Et j'avais choisi un pantalon qui ne s'ouvrait pas, en fait, aux pieds. Donc j'ai carrément dû enlever mes chaussures quand il pleuvait. Et j'ai mis les pieds dans l'eau, ce qui m'a coûté des ampoules atroces aux pieds. Donc, passé Champey, j'avais non seulement des douleurs terribles aux genoux, mais des ampoules qui étaient absolument... c'était plus des ampoules, c'était des escalopes. Donc, chaque pas était une souffrance terrible. Une fois arrivé péniblement la tête au vent, qui n'est pas une barrière horaire, mais que c'est un point de contrôle, je savais qu'il me restait un quart d'heure pour arriver à la Flégère. Sachant que la tête au vent, la Flégère, alors certes, ce n'est que 3 kilomètres, mais ce sont des kilomètres qui, pour moi, sont les plus durs, parce que c'est impraticable. Il y a des cailloux partout, il faut mettre les mains, c'est hyper technique et j'avançais plus. Mais je voulais pas abandonner. Donc la personne qui a pointé mon dossard à la tête au vent me dit « Mais si, continue, à la Flégère, ils sont cool, ils laissent passer plein de gens, même si t'arrives en retard. » Bon, ok, mais de toute façon, de coûte que coûte, il fallait que j'avance. Donc effectivement, j'ai coupé mon téléphone parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens s'inquiétaient. Mes amis, mes parents, mon mari. Mais j'ai décidé de couper parce que je voulais être focus sur la fin de course. Je voulais absolument arriver à la Flégère. Alors j'y suis arrivée à la Flégère, mais malheureusement, le ravitaillement était fermé. Et j'étais hors délai. C'est la toute dernière barrière horaire, c'est la fin de course. La Flégère, quand on passe ce ravitaillement ou cette barrière horaire, il reste plus que, entre guillemets, la descente sur Chamonix. Donc j'avais fini. Et pour moi, c'était impensable. Ils n'avaient pas le droit de me fermer la porte. Je me disais, mais c'est inhumain. Et ce qui est rigolo, aujourd'hui est rigolo, c'est qu'à l'époque, je discutais avec un ami qui s'appelle Thomas avant de prendre le départ. Il me racontait qu'une année, il avait été un spectateur sur l'UTMB et qu'il avait rencontré un Chinois qui s'était endormi à la Flégère. Malheureusement, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Et en discutant avec lui, on s'est dit, c'est juste inhumain d'abandonner, enfin en tout cas d'être stoppé à la Flégère. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est quelque chose, c'est invivable, ce serait insupportable. Et c'est pas possible. Eh ben si, c'était possible. J'ai pas fait exprès, mais on m'a arrêté à la Flégère. Et je me souviens du bénévole qui m'a stoppé. Le pauvre, c'est pas de sa faute, hein. Il suivait les consignes et puis de toute façon, le ravitaillement était fermé. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps quand il m'a stoppé. Et le bénévole qui pleurait avec moi, et qui pouvait rien faire, le pauvre. Et je lui disais, mais non, vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible. J'ai terminé. J'ai couru 45 heures, j'ai fait tout le dénivelé, j'ai fait 2 nuits sans dormir. Vous pouvez pas me fermer la porte. Et là, je me mets à pleurer et je lui dis, mais prenez mon dossard, je vais finir toute seule, c'est pas grave, je serai hors classement, mais je veux absolument arriver à Chamonix, tout le monde m'attend. Mes amis, mes parents, mon mari, tout le monde m'attend. C'est juste, vous pouvez pas me faire ça. Pour moi, c'est inconcevable. Et malheureusement, le bénévole, il pouvait rien faire et en plus, il a refusé de me laisser partir parce que même si j'étais hors course, moi, j'aurais bien voulu le terminer de moi-même, mais il n'a pas voulu parce qu'il voyait bien que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Donc, je pense que pour ma sécurité, il l'a fait pour m'éviter tout accident. Donc, malheureusement, ces 7 derniers kilomètres, je les ai faits en 4x4 avec d'autres personnes rescapées de la tête au vent. Et dans le 4x4, c'était juste abominable. J'étais inconsolable et pour moi, c'était irréel. Et pour moi, j'avais fait l'UTMB, mais on m'a volé mon arrivée. On me l'a coupé.
j'ai demandé au conducteur de ne pas me ramener dans le centre-ville de Chamonix. Je ne voulais pas voir la ligne d'arrivée, je ne voulais pas voir la dernière, les derniers pas de l'UTMB, je ne voulais pas voir ça. Donc j'ai demandé de m'arrêter avant. Et je voulais voir personne. Je voulais voir que mon mari et mes parents. Je sais que ma meilleure amie m'attendait depuis longtemps et à faire des refresh sur le live trail. Je sais qu'elle était là, mais je voulais pas la voir. Donc j'ai demandé à ce qu'il m'arrête avant pour éviter toute cette euphorie et toute cette folie qu'il y a à Chamonix quand on arrive. Et donc je suis rentrée seule avec mon mari, mes parents. J'ai vu personne. Je voulais pas voir Chamonix. Et ensuite, oui, ça a été le bilan. Je me suis dit relève-toi. Après tout le monde me disait mais si Leslie, tu l'as fini l'UTMB, tu l'as fait, t'as fait tout le D+, tu l'as presque fait. Mais dans la phrase tu l'as presque fait, il y a le mot presque qui est en trop. Et ça a été impossible pour moi d'accepter ça. Après on fait le bilan, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et là j'ai pris une feuille de papier, un stylo. Et j'ai essayé en fait de détailler toutes les erreurs que j'avais commises parce que évidemment si on n'a pas fini un UTMB, si on l'a presque fait, si on n'a pas franchi la dernière barrière horaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Donc, allons-y. Je fais l'analyse de ma course. Donc, le pantalon, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée? Alors, je sais que dans tous les magazines ou dans tous les coachs sportifs, on parle de renforcement musculaire. Ah oui, mais j'en ai pas fait une seule minute. C'est peut-être ça qu'il faut changer, je sais pas. Analysons. Et donc en fait, j'ai fait la liste de toutes les erreurs que j'avais commises et je me suis dit, si un jour je refais un UTMB, il faut que je corrige tout ça. Sauf que j'étais pas forcément prête à l'idée de recommencer. Donc après, oui, l'idée suit son cours. Je retente pas, sachant que c'est extrêmement risqué de retenter tout de suite après, parce que l'UTMB, il fait pas souvent beau, fin août à Chamonix. Il se pourrait très bien que j'ai pas le parcours officiel, mais un parcours en fond de vallée. Il se peut très bien aussi que je me blesse pendant ma préparation. Enfin, j'ai évoqué tellement de choses. Je savais que c'était extrêmement risqué, mais à un moment donné, je me suis dit non, je peux pas continuer ma vie traileuse, il faut que je retente. Donc là, ça y est, j'étais décidée. J'étais décidée et je me suis réinscrite, malgré tout ce dont ça coûte comme investissement, parce que effectivement, s'inscrire à un UTMB, c'est pas on s'inscrit pas à un UTMB comme on s'inscrit à un marathon. Je savais que j'allais repartir rebelote encore une fois, encore une année, à m'entraîner. Cette fois-ci, j'étais bien déterminée à changer et à corriger toutes les erreurs que j'avais commises. Donc voilà, il y a un moment donné où j'ai dit stop, je peux pas continuer, je m'inscris. Les semaines qui ont précédé l'UTMB 2021, j'étais prête. J'étais assez sûre de moi, j'étais confiante. Je savais que j'avais tout donné encore une fois. J'avais vraiment tiré pas mal de conclusions et de leçons, parce que j'ai estimé que mon UTMB 2019 c'était pas un échec, mais plutôt un apprentissage sur moi. Donc oui, je suis arrivée jusqu'à la veille de la course très confiante. Et j'étais quasiment sûre d'y arriver. Par contre, le jour de la course, j'étais seule sur cette ligne de départ, contrairement en 2019 où j'étais entourée de mes amis et de mon mari. Donc cette fois-ci, j'ai pris le départ toute seule. Et une fois sur la ligne de départ, j'étais submergée par l'incertitude et je me suis dit clairement, je n'y arriverai jamais. C'est pas possible. Je me suis transportée en fin de compte sur mon édition 2019 et j'ai ressenti à nouveau toute la déception et la tristesse que j'ai eue en ne finissant pas. Donc je me suis dit, t'y arriveras jamais. J'ai vu comme un tsunami devant moi et je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas revivre la même chose qu'en 2019. Donc là, il s'est passé quelque chose d'assez spécial dans ma tête. Je me suis dit, prends le départ. C'est sympa en plus le départ d'un UTMB à Chamonix. Toute la musique qu'ils mettent, toute l'ambiance, toutes les émotions. Tout était là, hein. J'avais l'émotion. Mais je me suis dit, je savais que j'allais pas y arriver. Donc je prévoyais, et ça je l'ai pas dit tout de suite à mon entourage, hein, je l'ai dit pas mal de temps après. Leslie, c'est bien, t'as repris le départ de l'UTMB,
mais tu vas jamais y arriver. Donc écoute, je me parle à moi-même, je me disais: «Écoute, quand tu arriveras aux Ouches», parce qu'aux Ouches finalement, de Chamonix jusqu'aux Ouches, c'est juste en fait la partie, pour relier, Chamonix au reste de l'UTMB. Donc je me suis dit: «Ben, c'est bien, tu t'arrêteras aux Ouches et bah, tu t'arrêteras de toi-même, et tu diras, à tout le monde, tu vas mentir, tu vas dire que tu t'es tordu une cheville, comme ça, bah, ça passera». J'avais des dizaines et des dizaines de personnes qui me suivaient. Ça me mettait une pression, mais pas possible. Et j'avais pas envie déjà de revivre la même chose qu'en 2019, mais j'avais également pas envie de décevoir toutes ces personnes-là. Donc, ben, j'avais décidé de mentir et de m'arrêter aux Ouches. J'arrive aux Ouches et je me dis, je me sens plutôt bien, je suis fraîche. Bon, c'est dommage de m'arrêter là. Je vais tenter d'aller jusqu'à Saint-Gervais parce que l'ambiance est sympa à Saint-Gervais. Donc je continue ma route et un peu avant Saint-Gervais, je mets ma frontale et là, ça y est, mon UTMB avait commencé. Et à ce moment précis de la course, je me suis dit, je vais y arriver, j'abandonnerai pas. Dans ma tête, j'étais prête à me battre pendant plus de 40 heures. Et je me suis dit, c'est parti, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Peu importe si tu y arrives ou pas, peu importe si on t'arrête, peu importe ce qui se passe, il faut donner le meilleur de soi-même. Et là, ça a été le début d'une lutte contre moi-même, une lutte contre le temps, une lutte contre les éléments, une lutte contre tout en fin de compte. Mais j'étais prête, je savais que coûte, j'allais y arriver. Pour moi, j'étais partie. Chaque ravitaillement pour moi, c'était du temps de perdu. Donc ma stratégie, ça a été de regarder ma montre à chaque entrée de ravitaillement, par exemple. Il est 12, bah, à 15, il faut que je sois partie. Donc OK, j'ai 3 minutes. Qu'est-ce que je dois faire en 3 minutes? Je vais pas me changer parce que bah, ça prend du temps. Donc je vais me ravitailler. Mais sauf qu'effectivement, au ravitaillement de la Balme, donc il était 2 heures du matin la première nuit, j'étais tellement focus sur gagner du temps que j'ai oublié de remplir mon eau. Et en repartant du ravitaillement, ben j'ai soif donc je bois et mince, j'ai plus d'eau. Et là j'étais complètement à sec. Donc là je me dis mais c'est pas possible. Et là j'étais énervée contre moi-même. Je dis mais Leslie, mais comment t'as pu faire une erreur de débutant pareil? T'es sur un UTMB là, il faut pas faire ça. Enfin je me suis vraiment agacée contre moi-même. Donc le ravitaillement de la Balme finalement il est assez proche du prochain, donc heureusement ça m'a pas coûté, mais ça aurait pu. Donc j'étais très énervée contre moi-même. Alors en effet, quand j'arrive au Chapieux, donc au kilomètre 51, je regarde mon anti-sèche et je vois que j'ai déjà 20 minutes d'avance. Bon, 20 minutes sur 45 heures, c'est pas non plus un monde, hein. Donc je me dis c'est bien, mais continue. De toute façon, c'est bien, mais c'est pas encore assez. Donc je me suis dit allez, t'emballe pas, ne lâche rien, continue et focus sur ta montre, sur les temps de passage. Donc je repars des Chapieux et là, je me mets à courir parce que je me rappelais évidemment de tout ce qu'on m'avait appris et tout ce que j'étais prête à faire. Donc dès que je pouvais relancer, donc je relançais. Et là, après les Chapieux, c'est une sorte de route bitumée
où c'est un faux plat, mais je lâche rien. Et je me mets même à courir. Et là, je discute en fait avec quelqu'un et je réalise que il avait pris le départ, pas la même vague que moi, parce que cette année, à cause du Covid, on avait 3 vagues de départ, donc 17h, 17h30 et 18h. C'était en fonction de la quotitra, donc bien évidemment, moi, je me retrouve à la fin. Et là, je discute avec quelqu'un qui me dit qu'il était dans la première vague. Ah, je comprends que première vague. Donc, je suis partie 1 heure après et je suis en même temps que lui. Mais c'est génial. Et du coup, ça m'a encore plus reboosté de voir que je gagnais des places. Ça voulait dire que je faisais une belle course. Donc, ça m'a encore plus donné du gras, en fait, pour me rebooster. Donc, la montée du col de la Seine, elle est particulièrement dure parce que on est en pleine nuit, il faisait super froid. Je crois qu'en ressenti, on avait jusqu'à -10. Et donc effectivement, dans la montée, il y a eu quelques moments où pareil qu'en 2019, je m'endormais, et ça, c'est super dur à gérer parce qu'en 2019, je luttais contre l'endormissement. Cette année, j'ai décidé de pas lutter. L'endormissement ne m'aura pas cette année. Donc ma stratégie, je l'ai trouvée. Sur cette montée au col de la Seine, il y a un moment où je me fais doubler par un mec qui avançait bien. Donc je me dis, bah écoute, au lieu de t'endormir, bah tiens, accroche-toi à ses talons et colle-le. Donc paf, clignotant, je me mets derrière lui et paf, gauche, droite, bâton. Mais je le colle. Et il me regardait, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Je dis, rien, je veux juste te suivre et m'accrocher à toi. Et du coup, et à ce moment-là où je me suis énervée, en fin de compte, c'est ça, on s'énerve. On s'est dit non. Je me suis dit, je m'endormirai pas. Donc je me suis énervée, je me suis collée à lui, et comme par magie, plus d'endormissement. C'était fini. J'avais réussi au moins cette étape parce qu'en fait, quand on s'endort, on n'avance plus. Et moi, comme mon but, c'était de gagner du temps, je me suis dit, chouette, j'ai trouvé le moyen. En fait, pour pas s'endormir, c'est facile. Bah, il faut avancer plus vite. Lac Combal, effectivement, l'endroit le plus roulant de la course ensuite, me met à courir. Courir. Enfin, courir, trottiner plutôt. Ensuite, effectivement, l'ascension de l'arête du Mont Fabre, pareil, c'est un endroit qui est absolument splendide. On a le Mont Blanc de l'autre côté. J'ai eu la chance, en plus, d'avoir un soleil merveilleux qui a fait que j'ai quand même pu profiter un peu des paysages. Et là, c'est pareil, je me mets à doubler 2 filles. Donc déjà, 2 filles, c'est pas 2 hommes, c'est 2 filles. Donc forcément, ça me fait plaisir. Et je vois par leur numéro de dossard qu'elles aussi, elles étaient sur la première vague. Donc je me dis, mais chouette, je continue encore à gagner des places. Et à ce moment, en plus, je reçois un texto d'un cher ami qui me dit, Leslie, t'es en train de faire une course absolument formidable, t'as doublé près de 1000 places. Et là, effectivement, je comprends, non pas par le fait de gagner des places, parce qu'encore une fois, le classement, c'est pas ce qui m'intéresse, mais je me dis que je suis en train de faire une super course. Donc ça me met du baume au cœur et ça continue de me motiver pour encore plus ne rien lâcher. Horrible, cette descente. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis blessée en 2019. C'est encore une fois, les montagnards doivent bien rire quand je dis ça, mais pour moi, c'est une descente super dure parce qu'il y a des marches à descendre, et quand on a fait déjà 80 km, les marches qui font, je sais pas, je dirais peut-être 80 cm, c'est juste abominable. Les cuisses, elles crient, les genoux, ils crient. Malgré toute la préparation, je me dis, mince, j'ai quand même mal aux genoux, mal aux cuisses, alors que, comme une damnée, j'ai fait du renforcement musculaire. Mais bon, ça passe beaucoup mieux qu'en 2019. Ça crie un peu au niveau des muscles, mais ça passe. Et donc là, j'arrive à Courmayeur. J'arrive si je me trompe pas, à 10h45 contre 12h20 en 2019. Et là, je suis hyper contente parce qu'en plus, il y a mon chéri qui m'attend avec mes parents. Donc, grosse séquence émotion. Mon mari savait que je faisais une superbe course, mais il laissait rien transparaître parce qu'il voulait pas
Il voulait pas que je considère que c'était gagné. Donc, pas beaucoup de temps. Je m'accorde cette fois-ci quand même une petite demi-heure, mais pas plus. Hein. La montée à Bertone après Courmayeur, par rapport à 2019 où je l'ai monté vers 13h, donc c'est en plein cagnard. Là, il est environ 11h15, donc il fait un peu moins chaud. Mais c'est toujours cette montée, elle est vraiment pas facile. Ensuite, de Bertone jusqu'au col Ferret, donc comme tu disais, c'est un sentier qui est absolument super joli, qui est pas vraiment difficile. Donc là, je me souviens encore des mots de mon mari, je profite pour relancer, et là c'est pareil, ça a été militaire. Dès que je voyais quelqu'un devant moi, parce qu'il m'avait dit, Leslie, si tu rattrapes quelqu'un, ça veut dire que tu vas plus vite. Dès que je rattrapais quelqu'un, j'avais pour but de doubler cette personne. Allez, tu l'as rattrapé, ça veut dire que tu vas plus vite, donc double-la. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'au Grand Col Ferret. Alors, Grand Col Ferret, c'est pareil, hein, c'est une montée qui est dure. Et donc ensuite, j'avais un mauvais souvenir en 2019 puisque je m'étais pris un orage absolument dantesque. Sauf que là, j'avais un peu plus de chance. Malgré le froid et le vent, pas de pluie, pas d'orage. Et la montée se passe super bien jusqu'au sommet de Grand Col Ferret. De Grand Col Ferret jusqu'à la Foulie, c'est entre guillemets facile. Enfin, c'est facile pour quelqu'un qui a déjà couru un certain nombre de kilomètres. Mais bon, c'est plus ou moins roulant, donc j'essaye de relancer tout le temps. Dès que je peux me mettre à trottiner, je trottine. Donc ça se passe bien jusqu'à Champais. Et là, effectivement, arrivé à Champais, gros coup quand même mental, c'est que on sait que la deuxième nuit va arriver. On sait qu'on va devoir allumer la frontale. Et en plus, pour moi, c'est une partie qui est difficile, de Champais jusqu'à l'arrivée. Donc je rentre dans le ravitaillement, je m'octroie un moment où je mange un petit bol de pâtes. Et là, je tourne la tête, je vois mon mari qui m'avait fait une surprise, qui devait pas venir à ce moment-là de la course. Mais je le vois avec mon amie Delphine en plus. Et là, je me dis, mais c'est un mirage. Je croyais être toute seule, je voyais tous ces hommes, hein, il faut dire, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes sur un UTMB. Je voyais tous ces hommes qui se faisaient ravitailler par leurs petites femmes, massage et compagnie, changement de fringues. Et moi, rien. Mais et là, mirage, je vois Fabien et Delphine donc, qui étaient venus me voir. Et là, grosse séquence émotion parce que clairement, je veux dire qu'à ce moment-là de la course, un rien peut basculer dans l'émotion. Et rien que le fait de le voir avec elle, ça m'a, pareil, ils m'ont transmis leur énergie. Et ça a été juste un moment exceptionnel de les voir. Je me suis jamais accordé la possibilité de me dire que c'était dans la poche, puisque j'avais tellement un mauvais souvenir de 2019, parce que finalement quand je suis arrivée à la tête au vent en 2019, je me disais bon ils vont me laisser passer, donc j'ai fini. Donc là forcément je voulais pas revivre la même déception. Donc même au TSEP, c'était pas gagné, et loin de là. Parce qu'en plus, je savais que mon pire cauchemar n'était pas encore arrivé. Quand j'arrive à Valorcine, déjà, je revois mes parents et mon mari. Il est 7h15 du matin contre 11h15 il y a 2 ans. Donc là, je me dis pas que c'est gagné, mais je me donne la possibilité de commencer à déstresser et à peut-être un peu plus profiter. Donc, Valorcine, je passe Valorcine, donc j'arrive au col des Montets et effectivement j'entame ce qui est pour moi le pire cauchemar de toute ma vie, qui s'appelle la tête au vent. Je ne dirais pas comment je l'ai insulté, mais pour moi la tête au vent c'est la pire côte, parce que déjà forcément on a 2 nuits dans les pattes, 2 jours, on a beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. C'est la dernière côte, et pour moi c'est même si je l'ai fait au début, je pense que j'aurais du mal parce que elle est extrêmement raide, elle est extrêmement technique. Par moment il faut escalader. On voit mal le balisage parce que forcément c'est tellement raide et il y a tellement de cailloux. On voit mal le balisage, donc moi arrivé là j'ai plus trop de lucidité. Il y a certains passages aussi où c'est carrément des pierriers, et moi dans les pierriers mais je suis nulle. Donc forcément, pour moi, c'est un cauchemar, ce passage. Un cauchemar. Mais j'y arrive. La tête au vent, j'y arrive. Déjà, la tête au vent, le passage de la tête au vent jusqu'à la Flégère, pareil, c'est un endroit qui est extrêmement
extrêmement technique et ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas et on voit la flégère un peu plus bas, mais elle arrive jamais. Elle arrive jamais et là, ça commence vraiment à être dur. Mentalement, j'ai envie de lâcher, mais non, je lâcherai pas, évidemment, pas maintenant. Donc quand j'arrive à la flégère, effectivement, c'est un grand moment d'émotion. En fait, je suis partagée entre vouloir l'insulter parce que elle me l'a la flégère, en fait, je considère que c'est elle qui m'a arrêtée il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai envie de l'insulter, mais j'ai aussi envie de pleurer de joie parce que effectivement, après avoir passé la flégère, c'est presque gagné. Donc et là, c'est pareil. Mon mari qui a encore me fait une surprise et vient me voir à la flégère avec mes parents. Ils ont pris le télécabine pour venir me voir. C'est juste incroyable parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs sur ce passage-là. En 2019, c'est là où on m'avait arrêté de force et on m'a volé mon arrivée. Donc cette fois-ci, je le passe limite, mais je lui fais un gros doigt à la flégère. Je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que c'est ce qui s'est passé. Je lui ai fait un gros bip en passant. Merveilleux, je sais pas si je trouverai les bons mots et sûrement que l'émotion va me gagner. Mais quand j'arrive à la Floria, alors la Floria c'est un endroit un peu magique pour les finishers de UTMB, CCC ou ECC, parce que la Floria c'est un petit bar en plus qui est très joli, parce qu'il est extrêmement bien décoré avec plein de fleurs partout. Et effectivement quand on passe la Floria, là oui, là je me dis ça y est, Mallesley, je pense que tu peux te dire que t'as bientôt fini. Donc je passe la Floria et là c'est dur parce que j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la malléole, j'ai encore mal à mes 2 genoux malgré tous les efforts de renforcement musculaire que j'ai pu faire. J'ai quand même du mal à plier mes genoux. Je place donc la Floria, je mets un pied sur c'est plus des sentiers là, en fait ça commence à devenir des grandes allées forestières. Et là en plus grosse séquence émotion. Je vois une de mes meilleures amies qui s'appelle Gwenaëlle, qui est venue me voir à l'arrivée et avec qui en plus je terminerai ces quelques centaines de mètres avec. Mais j'y croyais pas. Elle me dira plus tard qu'elle m'a pas reconnue parce que je planais et je savais pas où j'étais perdue. Alors déjà j'étais perdue, oui, parce que j'étais déjà submergée par l'émotion complètement. Cette arrivée, ce chemin-là, un peu un chemin de croix qui m'avait été retiré il y a 2 ans, je me dis est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? En plus, je la vois qui pleure avec moi parce que malheureusement, elle avait tenté sa CCC mais elle avait pas réussi, donc double séance émotion. Je continue les rues de Chamonix où bizarrement on a pendant 43 heures, du coup c'est pas 46 cette fois-ci, c'était 43 heures. J'avais parlé à personne ou presque, et là, d'un seul coup, après avoir passé autant de temps seule en montagne, je vois des dizaines, voire des centaines de gens qui m'applaudissent parce que le prénom était sur mon dossard. Et là, je me dis, mais ça y est, elle est pour moi l'arrivée, est-ce que j'ai le droit ? Là, ensuite, je vois mon mari et je lui demande, je lui dis, mais est-ce que c'est réel ? Est-ce que j'ai le droit d'être contente ? Est-ce que j'ai le droit ? Et là, je pouvais absolument pas retenir mes larmes. C'était un moment que je me souviendrai toute ma vie, forcément, parce que c'est cette arrivée dont on m'a privée, que j'ai frôlée, que j'ai à peine touchée il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est pour moi et j'avais l'impression d'être la seule participante de l'UTMB ce jour-là. En plus, quand on a une femme, et c'est ça aussi que je voudrais souligner, c'est que on n'est pas beaucoup de femmes à finir un UTMB. Souvent, quand on parle de trail avec mon mari, les gens le regardent, les gens lui posent des questions à lui, mais moi, me regardent pas. Donc là, oui, j'étais une femme et j'étais en train de finir un UTMB. C'était juste le moment le plus extraordinaire de toute ma vie. Je le dis, j'ai pas honte. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast.
Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.